Ok, what's up guys? Avant que le podcast commence, je vais vous parler d'une compagnie québécoise que j'adore, Men's Club. C'est une compagnie qui vend des produits de cheveux, que ce soit pour la santé du cheveu ou simplement pour les styler. Moi perso, mes produits favoris sont la mousse au sel de mer qui t'aide à styler tes cheveux, faire des petites frisettes, peu importe la texture de tes cheveux. Puis il y a aussi le roller que j'aime bien qui stimule le cuir chevelu. Tu peux le faire sur ta barbe aussi, moi j'en ai pas, mais bref. Puis en gros, moi ça m'aide pour ma confiance en moi parce que quand je sais que j'ai une belle coupe de cheveux, ça reste clean, ça m'aide vraiment. Puis justement, si tu veux pas une vieille hairline puis tu veux de la confiance en toi, utilise le code UYOO pour 10% de rabais au checkout. Sur ce, bon podcast et bonne écoute. Peace. What's up, guys? Back au podcast Tank in You. Aujourd'hui, je ne suis pas avec Daphné. Elle est présentement en voyage, mais on devait quand même filmer des podcasts, en fait, là, des épisodes. Épisode 10, Tank in You. J'espère que ça va bien à la maison et peu importe où ce que vous l'écoutez, que ce soit en voiture. Mais aujourd'hui, on a un guest spécial. Il y a quelques semaines, quelques épisodes, si je peux dire, on a reçu son frère. Puis, c'est cela. Donc, give it up for Lexon Mathieu. Comment ça va, mon gars? Très bien, toi. Super, super. Donc, yes, comme que je disais, en fait, là, on avait reçu ton frère, on a parlé un peu off-cam, puis j'ai vraiment aimé comme tout ce qui est mindset et tout. Là, vous trois, vous êtes pas mal dans l'entrepreneuriat, si je peux dire. Fait que, comment toi, tu définirais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es un entrepreneur? Ouais. Je suis plus comme un businessman, parce que j'ai vu genre des affaires sur Facebook. Le monde appelle ça entrepreneur, genre prendre quelque chose puis le développer à rendre une entreprise. Je fais pas ça, moi. Non. Non, je suis un repreneur. OK. Fait que les gens qui ont bâti des entreprises depuis 50 ans, mais qui veulent enfin prendre leur retraite sans avoir à fermer l'entreprise, tu sais, puis renvoyer tous tes chums, ça fait 30 ans avec qui tu travailles, vendre les équipements, puis ça finit là. Non, moi, je viens reprendre l'entreprise. OK. Tu sais, oui, je suis quelqu'un d'audacieux, mais je suis pas assez bold pour commencer à dire, moi, je vais partir en entreprise from scratch, from zéro. Je vais devenir un des meilleurs, un des plus gros en Amérique. Non, je vais juste continuer à bâtir on top of. C'est smart. Qu'est-ce que les autres bâtissent? C'est-tu quelque chose qui t'intéresserait de bâtir ta propre compagnie from scratch, je peux dire? C'est quelque chose qui te... Non, je trouve ça... non. Regarde les grands concurrents, genre Gengis Khan ou Alexander the Great. Tu sais, c'est pas genre des gars qui vont aller comme conquérir une ville, smash tout on the ground, puis rebâtir de zéro. Là, je vais faire ma ville de zéro. Non. Tu vas faire ça une fois, deux fois, mais non. Tu vas juste take over quelque chose que quelqu'un a déjà bâti auparavant. C'est comme ça que le compound. Puis, ouais, je comprends. Le monde est beaucoup plus qu'on le pense. Ça fait des milliers d'années qu'on roule l'économie. Je ne veux pas commencer à compétitionner avec une entreprise que ça fait 400 ans qu'elle roule. Je comprends, c'est smart. Puis, tu sais, mais ça enlève clairement pas le travail derrière ça. C'est sûr qu'il doit avoir une grosse... C'est quand même parti molding from scratch. C'est ça. Groupe Audace, c'est from scratch. Mais après ça, cette compagnie-là fait des acquisitions d'autres entreprises. Je comprends. Puis, en fait, on va partir du début. Obviously, moi, j'ai fait mes recherches. À chaque fois qu'on reçoit un guest, il faut faire un minimum de recherche. Mais toi, à la base, tu étais un boxeur professionnel, right? Ouais. Puis c'est ça qu'en fait, ton frère nous a dit. Tu as eu vraiment beaucoup d'influence sur lui, en fait, là, étant jeune. Fait que pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours depuis très jeune, les ambitions que tu avais, la vie que tu pensais à avoir et tout? Fait que ça a commencé quand? C'est qui Lexon Mathieu? Je suis un des plus jeunes qui est tourné pro, qui a un contrat avec Avil Tiger. Nice. C'est très bien passé. J'ai fini top 15 mondial, invaincu, 2 ceintures, un ABF. Puis là, COVID est arrivé. Ah, OK. Quand COVID est arrivé, c'était la fin du monde. Tout a bouleversé. Ouais. Pour continuer à boxer, il fallait que je porte des masques, je me fasse vacciner. J'ai dit non. Le monde sur Facebook disait si t'es pas content, décris. Fait que j'ai pris mes clics, mes claques, puis je suis parti. Je suis parti du Canada avec mes frères. On a voyagé beaucoup. Nice. Mexique, Puerto Rico, on est allé à Miami. Puis on est resté en Thaïlande un an. Puis, qu'est-ce qui m'a permis de faire ça, c'est que j'ai pris le peu d'argent de mes bourses qui me restait. J'ai tout mis ça en crypto-monnaie. OK. Puis,
Pas parce que je voulais faire de l'argent avec la crypto-monnaie, juste parce que j'étais un peu révolté. OK. Je vais pas laisser mon argent dans les banques. Bientôt, ils vont m'interdire de rentrer dans la banque si j'ai pas mon vaccin. Ouais. C'est que, tu sais. Fait que, ouais, j'ai tout mis ça en crypto-monnaie. J'ai fait x12 sur tout mon argent, en fait. Wow. Puis aussi, j'ai de la famille qui investit avec moi. J'ai convaincu ma famille de m'envoyer de l'argent pendant que j'étais en Thaïlande pour investir en crypto-monnaie pour eux autres. Fait que, quand je suis revenu au Canada, je voulais plus juste spéculer sur des crypto-monnaies ou sur des stocks. Je voulais acheter des vraies entreprises. Alors, j'ai parti mon consortium, Groupe Audace. OK. Puis on fait des acquisitions d'entreprise. OK. Ça veut dire qu'à la place d'acheter juste un share ou une fraction de l'entreprise, on achète l'entreprise au complet. OK, je comprends. Wow, c'est intéressant. Puis, si on revient un peu, c'est vraiment un parcours fou. Puis c'est ça, j'imagine que, tu sais, toi et tes frères, vous étiez tannés de comme la situation, j'imagine, au Québec, au Canada, avec la COVID. T'sais, on s'entend que ça n'a pas été géré de la meilleure des façons. On se faisait empêcher de tout si on n'était pas vacciné ou quoi que ce soit. Puis même eux qui étaient vaccinés, en tout cas, bref, ça n'a pas été la meilleure partie de l'humanité, la COVID. Bref. Mais toi, de base, si on retourne quand tu allais à l'école et tout, au secondaire, primaire, est-ce que tu voulais devenir boxeur? Est-ce que c'est ça? Ouais, ben. Moi, je voulais être libre financièrement. J'ai toujours été ça au début. Libre financièrement tout le temps. Mm. Avoir de l'argent, tout ça. Puis les seuls que je voulais faire de l'argent, parce que j'étais jeune puis un peu ignorant, c'était genre soit être rapper, soit être un boxeur. Je voyais Floyd Mayweather, tu comprends? Moi qui sais pas danser ni chanter, je vais aller boxer. Puis c'est avec le temps que j'ai découvert que mes commanditaires qui président des business ont bien plus d'argent que moi, l'athlète. Puis fait que, ouais, c'est ça. OK, c'est ça. C'est cool. Puis par la suite, je veux vraiment parler de toi aussi puis de l'influence, mais là, toi, j'imagine que tu as eu aussi une influence. T'es le grand frère, right? T'es le plus de la famille. Comment tu penses que ton influence... comment tu penses que tu as eu une influence sur tes frères? Que aussi, je pense que tes deux autres frères sont un peu, comme que j'ai dit, sont entrepreneurs. Il y a Wilkins qui est vraiment boxeur, mais qui fait quand même ses choses sur le côté. Il est capable de son marketing, il est très bon. Fait que, c'est quoi l'influence que tu as eue sur tes frères, en fait, pour... quand tu dis, nous, on s'en va on déménage du Québec ou on s'en va voyager. Est-ce qu'ils étaient down tout de suite de déménager? Ouais, vraiment. Ouais, hein? Ouais, vraiment. Moi et mes frères, on agit plus comme un clan. Nice. Tout ce qu'on fait, on le fait ensemble. On partage tout ensemble. Fait que, on a toute la même façon aussi de penser, puis on se consulte. Même moi, quand j'étais boxeur professionnel, je consultais tout le temps Wilkins avant de prendre une décision. Même avec qui signer, quelle compagnie de promotion signer. C'est Wilkins qui m'a conseillé. Puis, ouais, on a toujours eu des meetings comme ça de famille. Ah, ben c'est cool. Puis, dans le fond, est-ce que tu travailles aussi avec eux autres ou les trois, vous êtes pas mal chacun dans votre... On travaille tout ensemble. Plus Wilkins, c'est plus dans la boxe. Ouais, c'est moi qui travaille dans la compagnie. Mais... OK. C'est cool, c'est cool. Puis, revenons un peu sur la boxe. Est-ce que ça te manque? Est-ce que c'est quelque chose que, après la COVID, est-ce que tu t'es déjà dit, je pourrais faire un petit comeback ou tu dis, il rentre Non, jamais, parce que j'ai toujours détesté chaque minute que j'ai passé dans un gym de boxe. Ah, ouais. C'est juste fait par discipline. Puis c'est quoi la discipline? C'est faire quelque chose que t'aimes pas, mais tu le fais comme si tu l'aimais. Tu continues à le faire chaque matin, show up, dans le gym, pas ce qu'il y a à faire. C'est par discipline. Okay. J'ai jamais aimé ça, battre, boxer. Le monde dit qu'ils aiment se battre ou qu'ils n'ont pas fait un round avec moi dans le ring. Ouais. Parce que fais une couple de round avec moi dans le ring, tu vas pas aimer ça, la boxe. Tu vas pas aimer ça. Fait que tu penses que les fighters sont pas... Parce que je sais que GSP disait, par exemple, il disait qu'il avait peur avant chacun de ses combats. Est-ce que tu penses que les fighters aiment réellement ça, là, être dans le ring, puis vraiment, tu sais que tu vas te faire mal, là? Non, je crois pas à ça. Puis je pense qu'il y en a certains qui aiment ça, mais eux, c'est des perdants. C'est pas des champions, c'est pas des number one, comme on peut faire, tu comprends? C'est des perdants. Parce que les gens qui aiment ça, c'est le fun, j'aime ça. Le jour où que c'est plus difficile, le jour où tu reçois un trop de jab sur le nez, ton nez est brisé, t'as mal. À chaque fois que tu reçois un autre jab, ça fait mal, ton nez est brisé, tes côtes sont fendues. Chaque fois que tu reçois un coup de nez, même si tu le bloques, tu le sens, t'as mal. Tu te dis, il me reste 4 rounds au combat. Peut-être que je vais aussi aller moins agressif, je vais tourner autour du ring, je vais le laisser gagner les rounds, puis ça va me faire moins mal. Puis c'est pas grave parce que le lendemain, j'ai mon plan B, je peux retourner à l'école ou whatever. Tu sais, parce qu'ils aimaient la boxe parce que c'était le fun, fait qu'ils boxent parce que c'était le fun. Là, c'est moins le fun. Est-ce qu'ils sont capables de revenir?
de mettre tout ce qu'il faut pour aller de l'avant. Non. Mais le gars qui fait par discipline, pas parce qu'il aime ça, que ça fasse mal ou pas mal, il va aller de l'avant, tu comprends? Je comprends. Puis là, tu m'as parlé de discipline. Là, si on peut faire un parallèle avec la boxe ou pas. Mais ça serait quoi les qualités les plus importantes quand tu es en business, quand tu veux atteindre un objectif, en fait. Là, on parlait de la boxe, mais ça peut être dans n'importe quoi. Tu m'as parlé de discipline, moi, je pense que c'est très important aussi. Mais ça serait quoi peut-être les 3 qualités les plus importantes? La consistance. C'est vraiment ça. C'est la consistance. Je veux dire, j'ai commencé, je n'étais pas le meilleur boxeur, mais à force de mettre les gants dans le gym semaine après semaine, après quelques années, tu sais, il y avait d'autres boxeurs amateurs qui étaient bons, mais ils ont tous disparu de la scène. Ils n'ont jamais été dans la scène professionnelle parce qu'ils n'ont jamais été constants. Je sais pas s'ils ont commencé à sortir d'un bar ou ils étaient tannés de mettre les gants chaque semaine, de me recevoir des coups. Moi, j'ai été constant. J'ai continué. Fait que, même en business, je veux dire, quand j'ai commencé il y a 2 ans, j'avais entendu d'autres groupes qui voulaient faire comme moi, tu sais, faire des acquisitions d'entreprise, mais ils sont juste comme fade out. Ces gens-là, ils sont comme starved. Ils ont juste disparu. Après 1 an, 2 ans, ils étaient pas capables de faire de transactions, rien faire, fait qu'ils ont juste disparu. Ils ont arrêté. Fait que la plupart de ma compétition, que ce soit dans la boxe ou dans l'entrepreneuriat, dans les affaires, j'ai juste outlast. Genre, je perdure. Parce que tu étais consistant. Exactement. Ouais, c'est ça. Puis tu étais discipliné dans ce que tu fais. Exactement. Ah, c'est cool. Fait que là, en ce moment, tu te concentres vraiment sur ta business, puis vraiment, c'est ça que tu vises, en fait, là, de l'acquisition de business, de compagnie et tout. À quel point tu penses que c'est trop de business, mettons? Là, je sais pas tu en as combien, mais c'est pas indiscret. En ce moment, j'ai 2 compagnies opérantes. J'ai d'autres compagnies qui possèdent d'autres compagnies aussi, mais c'est comme des holdings. Le 1er mai, je close aussi ma 3e acquisition, je vais en avoir 3. OK. Après ça, 1 mois plus tard aussi, j'en ai une 4e. Puis là on va peut-être prendre du temps pour digérer ces 4-là. Ouais. Mais non, il n'y a pas trop de business. Check BlackRock, Blackstone, je ne suis pas sûr si tu connais un peu. Je suis pas très familier, non. Comme des private equity, c'est pas comme des private equity, c'est un private equity. OK. Qui possède quasiment, je pense qu'il gère comme 7 trillions en under management. Qui achète tout ce que ce soit real estate, business. Il possède de Amazon jusqu'à le building à Montréal. Je comprends. Il possède beaucoup de choses. Fait que non, il n'y a pas trop de business. C'est juste, ça te prend du bon monde autour de toi qui t'aide à gérer tout ça. Je comprends. Puis là, en ce moment, tu te dis au début du podcast que justement, il y a toi et tes frères. Est-ce que vous avez des employés? Est-ce que aussi vous êtes vraiment, vous 3 against the world, mettons, là? J'ai environ 50 employés. OK. Puis, c'est pas genre, moi et mes frères qui parlent à 50 personnes qui les managent. La Bible dit comment bien manager genre ton équipe, ton armée. Tu manages pas plus que 10 personnes. Okay. Plus que 10 personnes, c'est too much. Tu peux pas te tenir accountable plus que 10 personnes. Parce que toi, ta job en tant que leader, c'est de tenir 10 personnes accountable. Puis ces 10 personnes-là, ils tiennent encore en dessous des autres 10 personnes accountable. Je comprends. C'est de même que tu fais de la gestion. Ça serait trop dur de justement garder 50 personnes vraiment. Ah oui, tu peux pas tous les surveiller. C'est ça, exactement. Je comprends. Là, tu as parlé, j'aime ça, tu as ouvert une discussion ici. Tu as parlé un peu de religion, tes croyants. C'est quoi ta. Je suis pas un chrétien parce que les chrétiens, ils croient que les lois sont abolies. OK. Tu vas dire, ah non, Jésus est mort pour nos péchés, puis ça finit là. Non, moi, je crois au commandement. Je crois qu'il y a 613 commandements. Puis ça, c'est un manuel de comment réussir dans ta vie. OK. Dieu le dit, c'est suis mes commandements, puis t'es garanti que tu vas réussir dans ta vie. Fait que tu dis pas chrétien, mais c'est quoi? Tu dis une religion? Non. Non, pas vraiment. OK. Fait que tu suis les commandements. Ouais. Okay. Je suis la Bible en entier. Les chrétiens vont dire que l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, c'est plus bon. Il faut suivre le Nouveau. Puis, les Juifs, eux autres, les judaïsmes, ils disent que tout le Nouveau Testament, c'est faux. Eux autres, c'est juste la Torah. Ouais. OK, je comprends. Puis, à quel point ça a un impact sur ta vie de suivre ces commandements-là? Est-ce que tu es vraiment discipliné sur ça, puis c'est ça qui va diriger ta vie, puis va t'aider à prendre tes choix, j'imagine? Absolument. Avant, je travaillais 7 jours sur 7. Ouais. Okay? Puis je pensais que c'est ça qui me faisait... C'est comme si j'allais hustle puis grind. Pas en tout. Il faut que je travaille 6 jours sur 7. Il y a le jour du Seigneur, qui n'est pas le dimanche. Le dimanche, c'est le Sunday. C'est le day du worship de sun, c'est du soleil. Le 7e jour de la semaine, c'est le samedi, pas le dimanche. Ça, c'est le jour du Seigneur. C'est le sabbat, comme on l'appelle.
pendant le sabbat, je ferme mon téléphone, je ne cuisine pas, je fais pas de commandes, je prends pas d'appel, aucun meeting, je parle pas d'argent. Je me repose, je dors, je mange, je lis la Bible, je prie. C'est ça que je fais. Mais par contre, les 6 autres jours de la semaine, je travaille. OK? Je dors quasiment pas, je travaille. Ouais. Fait que vraiment, c'est ça qui a changé ma vie. Depuis que j'ai commencé ça, ça a changé ma vie. Puis les commandements m'ont aussi appris comment m'habiller, avec qui faire affaire, avec qui ne pas faire affaire, quoi manger, quoi ne pas manger. Beaucoup de choses. Comment traiter de la dette. Qu'est-ce que tu fais si ton père a besoin d'argent, il vient te voir puis il te demande est-ce que tu l'empruntes, est-ce que tu cherches l'intérêt ou pas, est-ce que tu prends une garantie, quelle garantie tu dois prendre. La Bible explique tout. Ah, c'est intéressant, c'est intéressant. Puis là, tu parlais justement de compagnie et tout. C'est pas indiscret, c'est dans quelle niche que tu dirais chez compagnie? Est-ce que peu importe c'est quelle compagnie, si elle fait du sens, tu vas y aller avec elle ou vous avez vraiment plus une ligne directrice qu'on aime ce genre de business, là, ce genre de compagnie? On est quand même un conglomérat. On est intéressé par plusieurs genres de business, mais les opportunités qu'on peut vraiment prendre action puis les closer, c'est les compagnies de transport. OK. Parce qu'il y a une belle. Il y a une belle portion d'actifs. Fait que des camions qui est facile à les financer. Souvent aussi, c'est relié à un immobilier, un real estate. OK. Fait que c'est facile à les financer, ça aussi. OK, good. C'est pour ça. Ah, c'est intéressant. Puis, as-tu justement des... comment dire... j'ai un blanc de mémoire. Oui, tu as dit que tu vas closer deux autres business dans cette même niche-là, ou est-ce que... Ben, en tout cas, quand c'est c'est... dans le transport. Ouais, c'est ça. Quand ça va être sorti cet épisode-là, ça va être déjà fait, là. Mais oui, OK, c'est dans le transport. Puis ça, c'est partout au Québec, au Canada? En ce moment, on est juste au Québec. OK. Et ma business le plus proche ici est à Gatineau. Une de mes business est à Gatineau. Nice. En ce moment, on suit au Québec. Mais on va expand aux États-Unis assez bientôt. Puis j'imagine dans le reste du Canada ou... Je sais pas. Une fois que je vais être rendu au Texas, je pense pas que je vais aller faire d'acquisition. Ouais, je comprends. Puis... dans un monde idéal, disons-le comme ça, là, ça serait quoi? Dans un monde idéal, combien de business, tu fais l'acquisition de business, de combien de business par an, on va dire, par année? Bon, dans un monde idéal, je n'achèterais pas plein de business, j'achèterais juste des grosses business. OK. Je n'achèterais pas 10 business à 10 millions, j'achèterais une business à 500 millions. Je comprends, OK. Ouais. 2 business à 500 millions. Fait que je pense que 3 par année, ce serait un bon chiffre. Ouais. Ça serait, dans un monde idéal, ça serait des grosses, comme que tu dis, au lieu d'en avoir 10. Je comprends. Puis on parle souvent on parle d'acheter des business, mais c'est pas tout le monde qui veut acheter des business. Puis moi, c'est ma façon de me rendre où ce que je veux être. Parce que le but, le end goal, c'est pas vraiment de juste acheter des business pour acheter des business. C'est pas vraiment intéressant. C'est ma façon de faire de l'argent. De vivre. Là. Ce que je veux, OK, c'est qu'est-ce que Dieu m'a promis aussi. C'est d'avoir mes terres, avoir mes petits agneaux, mes petites chèvres, mes poulets, ma famille, plusieurs enfants, puis être assez abondant pour aussi leur offrir un héritage. Dieu il explique bien que un homme juste, un homme bon, a ce qu'il faut pour donner un héritage à ses enfants puis ses enfants de ses enfants. Fait que, quand j'y pense, quand je regarde qu'est-ce que Dieu nous dit de faire puis il nous promet comme avenir, puis je regarde genre les autres façons que le monde, comment les gens vivent, comme avoir un travail, devenir pompier, whatever, si je fais les maths puis ça fait pas de sens, ça aide pas, je vais jamais pouvoir offrir une maison au fils de mon fils si je vais un pompier ou n'importe quel job. Fait que je suis obligé de trouver une façon créative d'aller chercher plus. Fait quoi? Comment on appelle ça de l'ingénierie inversée? Ouais. Fait que je vois le goal, je vois l'image, c'est que Dieu nous promet. Puis je me dis, bon, comment on se rend là? Surtout avec l'aide de Dieu, c'est facile, c'est pas facile, mais c'est simple. Ouais, c'est ça. Le plein plus classe, on peut dire. C'est ça. Justement, tu as parlé, je me suis rappelé qu'est-ce que je voulais dire. On pose surtout une fameuse question à nos invités à notre podcast. Pour toi, c'est quoi d'être la meilleure version de toi-même? La meilleure version de moi-même, c'est d'être parfait. Okay? C'est quand tu es éloigné du péché et tu es proche de Dieu. C'est ta version parfaite. That's it. Puis y a-tu, là, tu l'as quand même bien dit, là, mais y a-tu des choses que toi, tu fais on the daily basis pour atteindre cette perfection-là, puis être... ouais. En ce moment, là, la faiblesse, là, c'est la distraction. Distraction, hein?
nos cerveaux se font... c'est brain rot là, par TikTok. Partout. Par tout. C'est ça. Je me rends compte, c'est fou. Comment la seule façon que mon ennemi peut me faire échouer, c'est de me ralentir avec la distraction. Avec la distraction. Puis je me rends compte, par contre, que ma compétition aussi est distrait. Fait que tout ce que j'ai à faire, c'est rester encore constant, sans être distrait. Et d'ici 2-3 ans, ils sont encore tous wipe out. Ouais, c'est ça. Ils vont passer 5 heures par jour sur leur téléphone, ils vont même pas se rendre compte. Tandis que moi, à chaque jour, je vais pas passer 5 heures sur TikTok à scroller, puis je vais add ça pendant 2-3 ans. Puis je vais être loin devant eux. Ouais. Fait qu'en ce moment, le gros danger, c'est la distraction. Il faut rester laser focus. Laser focus. Je parlais de ça hier avec un de mes associés, un film que j'aime bien pour montrer c'est quoi être laser focus. C'est Pursuit of Happiness. Oh my God. That's one of the greatest movies of all time. Wow. Ouais. Tu sais, le gars, là, quand il fait ses cold calls, pour trouver des clients, il raccrochait même pas le téléphone pour gagner tant de minutes parce qu'il savait que il devait aller chercher son fils à la garderie pour aller faire la file d'attente pour aller dans le shelter pour itinérants. Il buvait pas d'eau, parce que il sait que s'il boit de l'eau, il doit aller aux toilettes, il perd du temps. Vraiment, laser focus. Puis c'est vraiment ça, je pense que la clé, c'est être consistant puis être focus, parce que si tu vas à gauche, à droite, distrait, c'est là que l'ennemi te ralentit. C'est fou. T'atteindras pas tes objectifs. Alors, le fait de constamment prier, aller parler au créateur, ça te remet focus. C'est quoi tes objectifs? Ouais. Ça te rappelle tout le temps de ouais, c'est vrai. Le end goal, c'est ça. Il faut pas que tu sois distrait, justement. Il faut que tu restes lock-in. Ouais. C'est vraiment, j'ai vraiment aimé que tu as apporté ce film-là parce que même moi, pendant que tu parlais, j'ai fait le parallèle, vraiment, qui était vraiment lock-in. Puis c'est une vraie histoire, là. Le gars, il était dans la rue, puis il a créé sa firme, puis l'a vendu pour des millions, tu sais. Fait que des millions, c'est fou, tu sais. C'est pas juste un petit film de fantaisie. C'est sûr, ça a été fait par Hollywood pour que ça soit plus beau, mais ça reste que c'est une histoire vraie. Puis le gars était laser focus, comme tu dis. Tu parles d'objectifs. Si tu avais 3 conseils à donner aux jeunes aujourd'hui, aux plus jeunes qui veulent atteindre des objectifs, qui veulent sortir de la Matrix, ça serait quoi que tu leur dirais? Des gens que justement ils veulent pouvoir provide à leur famille future, leurs enfants, les enfants de leurs enfants. C'est quoi que tu leur dirais? Probablement, c'est pas pour tout le monde d'être multimillionnaire. Probablement, c'est qu'est-ce que tu veux? C'est quoi vraiment tes besoins? Parce que oui, des fois, ils vont m'écrire, puis comme, ah ouais, je suis un entrepreneur. Veux-tu vraiment être un vraiment riche ou tu cherches la liberté financière? C'est ça. Parce que, tu sais, j'ai une madame qui travaille pour moi, qui, elle a acheté un petit job, elle a 3 enfants à la maison. J'ai dit, tu vas travailler à la maison, OK? Tout ce que tu vas faire, tu vas être ma vendeuse. Tu vas closer au téléphone. Simple. Elle travaille comme 3-4 heures par jour. Elle fait 200-300 $ par jour. Ça va jamais devenir multimillionnaire, mais facilement, tu sais, elle a une belle vie. Si je parle de ça à quelqu'un, des fois, je pense aux petits jeunes, ils viennent me voir et ils veulent devenir millionnaire. Mais surtout que je leur dis, ouais, mais ça devrait-tu de vendre au téléphone et faire 400$ par jour? Ouais. Bon, tu vois, fait que tu vas pas devenir multimillionnaire. Ben non, c'est ça, parce qu'ils savent pas qu'est-ce que ça. Ils savent pas trop ce qu'ils veulent. Faut savoir ce qu'on veut. Quand j'étais plus jeune aussi, je cherchais toujours la liberté financière. Une fois que je l'ai eu, quand j'étais soigné dans Thaïlande, genre à 21 ans, avec plein d'argent en crypto-monnaie, passer 1 an quasiment à rien faire, je me dis, wow, quel waste, un potentiel gaspillé. Faut que je fasse de quoi? Faut que j'aille conquérir le monde, tu comprends? Là, j'ai oublié ça, l'affaire de liberté financière, puis je suis comme, là, je veux conquérir. Fait que, pour moi, c'est ça. C'est mon plan, c'est mon objectif. Fait que mon plan est différent. Mon modèle, comment je fais mes affaires, c'est différent que si tu veux juste faire $1 million. Ouais, c'est ça. C'est moi, d'ici 2 mois, mes compagnies vont faire $30 millions de chiffre d'affaires. D'ici 1 an, dans un autre niveau, on est rendu $100 millions de chiffre d'affaires. Ouais. Si tu veux devenir millionnaire une fois, c'est d'autres projets, c'est d'autres affaires. Il faut savoir qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux faire premièrement. Moi, j'aime poser la question aux gens. On dit que tu es dans un monde où tu ne peux pas échouer. Okay? Comme How big will you dream? Mais c'est pas pour tout le monde. C'est pour moi. C'est pas pour tout le monde. Ouais. Sinon, l'autre conseil, c'est ça, c'est de pas apprendre la négociation, communication. Okay. Super important. C'est un super pouvoir, ça. Depuis que
j'ai fait un peu de recherche, puis j'ai appris c'est quoi, tu sais, la Tactical Empathy de Chris Voss. Chris Voss, lui, c'est un ancien négociateur du FBI. OK. J'étais allé manger aussi avec Claude Poirier, 10-4, je sais pas si tu le connais. Ah oui, tout le monde connaît, oui, ça va ça. Ben, les jeunes générations ne le connaissent pas. C'est un grand négociateur du Québec qui négocie les prises d'otages au Québec, tout ça. Je l'ai invité à manger, puis j'ai dit là, après moi, comment négocier. Il comprenait pas, il dit mais tu es pas un homme d'affaires qui apprend à négocier? Je dis non. Je dis parce que un négociateur de prise d'otage peut pas échouer. Tu peux pas faire OK, let's split the difference. Tout ça, on fait moitié-moitié. Non. Il faut qu'il récupère l'otage en vie, puis que l'autre, il faut qu'il se ramasse en prison. C'est ça. Je dis non, toi, tu peux pas échouer, il faut que tu me prennes comment négocier. On a fait un peu de roleplay, tout ça. Nice. Apprendre à négocier, apprendre à vendre, c'est tellement important. C'est un superpower. Même Warren Buffett, le super investisseur, lui dit ce qui est le plus important, c'est apprendre à négocier puis à vendre. Parce que tu peux être le meilleur trader que tu veux, OK? Mais si tu trades sur ton propre portefeuille, tu ne te rends pas autant loin que ce qui est. On dit que tu fais 20% par année, OK? De trade. Tu ne te rends pas autant loin que le gars qui fait juste 5% par année, mais qui est capable d'aller chercher 200-300 millions de dollars d'investisseurs. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est super important. Puis le troisième, mais pas le dernier, c'est d'impliquer les commandements de Dieu dans qu'est-ce que tu fais. Ça donne un guide de comment réussir aussi. Parce que oui, tu peux devenir riche cette génération, mais l'autre génération, ton wealth va disparaître, tu comprends? Ouais. Mais avec les bons guides puis les bons encadrements que Dieu nous apporte, là, tu vas être prospère génération après génération. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. Puis, dans le fond, pour shifter un peu, c'est une affaire que je voulais te demander. Est-ce que toi, t'es né ici? Ouais. Ouais, t'es né ici. Toi, t'es né ici? Ouais, moi, je suis né aussi. T'es né où? Je suis né c'est drôle, à Sherbrooke, mais j'ai grandi à Gatineau là, toute ma vie. Ouais. Puis, je vais te poser la question. C'est quoi tes origines, first of all? Haïtienne. Haïtien? T'es moitié haïtien ou t'es... Ouais, moitié. Moitié? Mon père est haïtien, ma mère québécoise. OK, c'est ça. Puis, est-ce que tu crois qu'il y a un désavantage pour une personne immigrante au Québec de réussir? Tu sais, toi, t'as réussi. Tu penses qu'il y a des avantages? Oui. Oh, ouais. Des avantages. Des avantages. Oui, grandement. Ouais, hein? Oui. Dans quel sens? Parce que souvent... j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont s'appuyer sur leur sort à cause que, moi, j'ai pas grandi avec ça. Toi, tu viens pas, j'imagine, je te pose la question, est-ce que tu viens d'une famille riche? Je viens pas d'une famille riche, mais il y a une grande partie de mon succès est attribuée au fait que la moitié de ma famille, c'est des Blancs. Tu sais, je veux dire, ma famille de Blancs, aujourd'hui, hey, j'ai une opportunité, on va investir, on investit. Mon autre côté, la famille noire n'a pas investi une scène avec moi. Pas parce qu'ils sont plus pauvres, c'est juste qu'ils sont pas dans la même culture. Je trouve que la culture des Noirs, c'est pas... c'est chien manger chien, c'est le crab bucket. Quand un crabe essaie de monter, ils vont le tirer vers le bas. Ouais. Ça, c'est vraiment une malédiction qu'il faut changer. Que ma communauté change absolument. Fait que oui, il y a des gros désavantages. Check, pense-y, OK? J'écoute. Si la France avait pas volé autant de trillions de dollars en Haïti, là, genre, la moitié de mes cousins haïtiens, tout ça, tous leurs parents, leurs grands-parents, tous ont au moins un petit 500 000 à investir dans un projet, ou toute personne même business, mon fils, tu sais, je te finance son premier camion. Facile, là. Ouais. Mais non, la France a volé autant d'argent que ça, fait que c'est normal qu'ils n'ont pas ces moyens-là pour se partir, tu comprends? Puis qu'il y a une mentalité complètement différente. Fait que, si on demande une réparation puis qu'ils nous remboursent, ça serait différent, tu sais. Mais après ça, comme je donne un exemple, pourquoi on a aussi des désavantages, j'ai acheté une business qui était possédée par un blanc. Ça a pris 1 mois, 2 mois que les employés se sont mis ensemble et ont dit je t'ai que travailler pour cette nègre-là, on va payer des clients, on va retourner votre... Ouais, c'est des vraies situations, c'est des vraies affaires. That's crazy. Il y a un des employés qui est venu me voir et qui me l'a dit, comment c'est passé, j'ai renvoyé la tête, j'ai gardé les autres, mais c'est quand même, ces groupes-là, c'est quand même les mêmes qui ont dit on est quand même... Mais je n'ai renvoyé juste un d'entre eux autres, mais ces gars-là, ils travaillent encore pour moi, mais quand même, tu comprends, il faut que j'ai watch. Ben oui, c'est ça. Quoi d'autre? Il y a plein de désavantages. Plein de désavantages. Oh, ouais. Mais il faut dealer avec ça, qu'est-ce que tu veux? Ben oui, c'est la vie. Il y a des choses qu'on peut pas changer. Puis est-ce que tu aurais justement des conseils à dire peut-être à ces personnes-là, justement, de si la vie te frappe comme ça, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un, justement, un immigrant, il se dit, moi, je veux me partir en business. Ça serait quoi les conseils que tu pourrais lui donner?
Ok guys, petite interruption au podcast pour vous parler de Bucktop. Bucktop, c'est une compagnie de suppléments. Sincèrement, ça faisait vraiment longtemps que je me cherchais un pré-workout qui est pour vrai. Je les ai tous essayés, mais Bucktop, il est vraiment insane. Ici, j'ai mon préféré, Blueberry Raz. Le goût est insane pour vrai. Puis quand ça me tente pas de prendre un pré-workout, mais je veux quand même quelque chose qui kick, je prends un petit energy drink. Ici, j'ai la saveur à la mangue, elle est tellement insane aussi, c'est juste délicieux, you know. Donc, utilise le code Victor10 pour 20% de rabais sur leur site internet. Sur ce, on continue le podcast. Peace. T'as des conseils pour ça ou parce que toi, tu l'as vécu comme que tu dis? Moi, je conseille à tout le monde de pas se passer en business au Québec. OK. Je suis parti en business, quitte le Québec first of all. Moi, c'est une erreur que j'ai faite. J'étais en Thaïlande, genre, je vais revenir au Canada, passer ma business, je vais faire un peu d'argent puis je vais repartir. Non, je pense que ça va être facile. Revenir ici, mais tout le monde me connaît ici au Québec, j'ai le plus de connexions, ça va être facile. Ouais. Non. J'aurais dû jamais retourner au Québec, aller directement genre en Afrique du Sud ou au Texas directement. Fait que tu te passes en affaires, quitte le Québec, premièrement. Puis, c'est surtout si t'es immigrant, quitte le Québec. Va ailleurs. Puis, ouais, c'est juste parce que dans la Bible encore, dans Deutéronome 28, il explique les malédictions que son peuple va avoir, qui va être la queue et non la tête, qui va être maudit dans toutes les terres, qui va aller. Fait que pour enlever cette malédiction-là, bibliquement, il faut revenir aux lois, revenir aux commandements. Fait que garder le sabbat, ne pas manger de porc. En ce moment, mes Haïtiens, le plat national du pays, quasiment, c'est gros, c'est du porc frit. Puis ça, c'est un péché, mais c'est péché avec fierté. Ils sont fiers de manger du porc frit, tu comprends? Ça, c'est grave. Une fois qu'on a enlevé tous ces péchés-là de notre culture, c'est là qu'on peut commencer à se remettre debout. Tu sais. Mais ouais, c'est ça. Fait que le conseil, c'est de rentrer Dieu dans ta vie. Puis le fait aussi que on ramène un peu notre culture et Dieu dans ce qu'on fait, ça rebâtit aussi notre communauté, tu comprends? On va arrêter de juste de promouvoir du rap puis de vendre la drogue entre nous autres, entre noirs. C'est fou, hein? Ouais. T'sais, on va plus... ils vont plus avoir une certaine honte de commencer à vendre la drogue avec ton cousin ou dans ton quartier. Fait que quand que la communauté va plus se tenir, comme par exemple, les Indiens, Indiens, puis je parle des Indiens, pas les Amérindiens. Ouais, les Indiens, ouais. Comme eux, ils dominent non seulement le marché du transport. On va dire, par exemple, les Haïtiens se tenaient plus, puis ils se tenaient back-to-back, ils pourraient dominer les marchés. Parce qu'il y a une force dans une culture, dans une nationalité, s'ils se regroupent ensemble dans une ville comme genre la Petite Italie ou Chinatown, ils se tiennent tous. Ici, il n'y a pas genre de Little Haiti où on peut se tenir. Puis... C'est ça, puis pas ça. Puis tu penses que, en fait, tu parlais justement de l'union fait la force, mais tu penses aussi que la culture s'est faite pour être partagée. Par exemple, moi, je suis moitié asiatique, je suis moitié africain. Moi, je vais donner un exemple. Moi, quand j'étais jeune, pour mes amis blancs, j'étais nègre, whatever. J'étais le noir, whatever. Pour mes amis noirs, j'étais pas un vrai noir, whatever. Puis c'est ça la dualité que j'avais. Fait que je me demande comment toi, est-ce que tu as vécu un peu dans ce sens-là? Tu me parlais de comme les deux bords de ta famille et tout. On m'a même déjà dit par des Québécois blancs, on va dire ça comme ça, là. Ah ouais, mais toi, t'es pas un vrai noir. Mais c'est quoi être un vrai noir? C'est quoi pour eux, ça c'est un compliment. C'est ça, tu comprends? T'es pas un vrai noir ou... Tu sais, c'est pas un Québécois. C'est quoi être un Québécois? C'est quoi être un noir? Ils disent ça en face, t'es pas un vrai noir, mais dans ton dos, ils te traitent de nègre pareil. Tu comprends? C'est crazy, hein? Ouais. Parce que parce qu'on n'a pas d'accent, parce que, tu sais, c'est... Ouais. C'est un peu crazy, parce que moi, mon père, il est à 100% noir, tu sais. Fait à 50%, je suis... un vrai noir, si on peut dire ça comme ça. Fait que je sais pas si toi, t'as-tu vécu ça plus jeune? Ouais, juste des fois, il y a des noirs qui font comme toi, t'as haïtien, je l'ignore là, c'est pas grave. C'est ça. Parce que, à la fin du compte, on est dans le même bateau. Dans le même bateau, on se fait quand même traiter une deck dans notre dos. Les employés blancs essaient de nous backstab. Mais je sais pas tous mes employés sont de même, si je veux dire. Ben non, 100%. Mais juste que, c'est ça. Puis, c'est ça. Puis, mettons, comment, là, tu dis, t'as renvoyé un employé qui, blablabla, mais est-ce que, des fois, puis là, je parle même pas de racisme ou quoi que ce soit, tu rachètes une entreprise, à quel point les employés savent que, est-ce que, admettons, tu rachètes une entreprise, OK? Est-ce que, à lui, tu
racheter, le gars va encore travailler là ou est-ce que c'est boss? À quel point tu es présent dans l'entreprise? C'est plus ça ma question. À quel point les employés te connaissent? Ça dépend. Ça dépend. C'est case par case. Hein. C'est case par case, hein? Ouais. Ah ouais. Best case scenario, c'est que je sois pas là. OK. Je vais faire d'autres acquisitions, mais je suis là. Comme ma première acquisition, j'ai passé 5 mois à dormir dans le bureau. Oh, shit. Ouais, j'avais un lit dans le grenier de mon building. OK. Puis ça, c'était ta première. Ouais. Puis ça a-tu été... là, tu m'as dit que tu as acheté ça avec la crypto, right? C'est ça, non, pas comme ça. OK. Non, c'est plus compliqué que ça. OK. Tu sais, en gros, c'est comme si j'ai fait mon premier $1 million. OK. Je voulais acheter l'entreprise. Ouais. Un gros building, tout ça, mais je dis, je veux pas le building. Non, OK. Moi, je suis pas intéressé à l'immobilier. Je voulais avoir des entreprises qui génèrent du cash flow. Tout de suite, ouais. Je voulais acheter ta compagnie de transport. Mm. Le monsieur, comme 84 ans, il me dit, non, moi, je vends tout ou rien. Je fais, OK, tu veux combien pour le building? Il me dit, $1 million. Je regarde mon frère. Je fais, oui, on sait que ça va plus qu'$1 million. Ah ouais? Ah ouais. On dit, ça vaut au moins 1,5. Ça vaut plus, c'est sûr, ça vaut plus qu'$1 million. On signe la LOI. Ouais. LOI, c'est comme le premier contrat, la détention. Après ça, on fait évaluer la bâtisse. La bâtisse, ça passe à l'évaluation à $2,1 million. Le double. Plus que le double. Plus que le double. Fait que là, on va avoir BDC. On explique à BDC qu'on va acheter l'entreprise, puis ça, c'est le building, il faut le financer. BDC, ils l'ont financé à 100% parce qu'on est propriétaire occupant. OK. Fait qu'on se ramasse avec $1,1 million pour pouvoir racheter les équipements et investir dans la business, tu comprends? Ouais, je comprends. Fait que, pourquoi je venais avec ça? Ouais, c'est ça. Ta première acquisition. Ouais. Tu dormais... Ouais, là, je suis rentré là-dedans. J'ai jamais vu l'intérieur d'un camion avant d'acheter ma compagnie. OK. Je connaissais absolument rien dans le transport. J'ai commencé à dormir dans le bureau, essayer de tout apprendre. J'ai négocié le fuel, les assurances, la maintenance des camions puis les réparations. J'ai checké les chiffres, j'ai sauvé 100 000, justement, ça, j'ai sauvé 100 000. Damn. Puis, ouais, au fur et à mesure, j'ai continué à apprendre puis à apprendre. Puis est-ce que toi, tu as eu un mentor, peut-être qui t'a montré un peu, tu sais, pourquoi tu t'es dirigé vers les transports, par exemple? Est-ce que tu... C'est pas à cause de mon mentor, mais pourquoi je me suis dirigé à... C'est quoi mon mentor? Non, je peux même pas l'appeler mon mentor. Non? Dan Pena. OK. Si vous googlez The $1 Trillion Man, vous allez voir Dan Pena. OK. C'est lui que j'ai suivi son modèle. Il a sorti un livre, Your First 100 Million. OK. Je l'ai étudié. Puis j'ai suivi son plan de A à Z. Je ne pourrais pas dire de A à Z, sinon je serais déjà milliardaire. Mais du mieux que je pouvais. Puis ouais, c'est vraiment lui qui m'a donné les connaissances. J'ai rencontré à New York aussi en décembre 2024. Avec mes ceintures, tout ça, j'ai rencontré, j'ai dit merci pour tout ça. Good. Il m'a invité dans sa suite au Trump International. Nice. Puis, ouais. Mais après ça, mon mentor serait Camille Stéphane. OK. Lui qui m'a signé dans F Tiger. OK. Mon manager, mon promoteur. Lui qui, en ce moment, gère pour ses clients en stock market pour 10 milliards. Le gérant aussi de Wilkins Mathieu, en ce moment, mon frère. OK. Lui m'a montré comment vendre un peu, comment ça fonctionne, cool, ça. comment ça fonctionne les finances. Ah, c'est cool. Ouais, Pendant que tu es encore boxeur. Pendant que je suis boxeur. Parce que moi, j'aimais pas la boxe. Lui, il aimait la boxe. C'est fou, hein? Fait que quand je faisais un combat, j'allais toujours le rencontrer dans ses bureaux. Pas pour parler de boxe. Lui, il veut parler de boxe, moi, je parlais de finances. J'arrivais là-bas, j'avais des questions. C'est ça. Par exemple, il me donnait des livres à lire, de faire la même. Fait que ça a été un mentor. Mais ouais. Puis, comme ça, est-ce que tu étais allé à l'école? Ouais, j'étais à l'école parce que c'est la loi. Oh. Mais j'ai quand même pas mon secondaire. OK. Fait que, justement, à quel point tu penses que l'école est importante? Ouais. Est-ce que c'est essentiel, tu penses, pour... Je trouve que l'école, c'est totalement essentiel. Allez à l'école, s'il vous plaît, parce que vraiment, je veux pas plus de compétition. Je n'en ai pas. Puis j'ai besoin de plus d'avocats et de comptables. Je comprends. Je veux pas vous voir... Tu sais, moi, je vais jamais vous vendre un cours. Je vais jamais vendre un cours de comment acheter des business parce que c'est mon gagne-pain. Ouais, je vais pas créer ma propre compétition. Ouais. Mais venez travailler pour moi, par contre. Je peux vous rendre millionnaire. Venez travailler pour moi. Fait qu'aller à l'école, moi, c'est pas pour moi l'école. Fait que... Puis, tu dis que tu as lu le livre de Le Premier Mentor. Your First 100 Million. C'est ça. Comment qu'on se rend... Est-ce qu'on peut se rendre là au Québec? Puis comment... Ou non, comment qu'on peut se rendre là? D'après son modèle, qu'est-ce que moi je fais?
c'est par les acquisitions d'entreprise. OK. Littéralement, c'est juste conquérir tout ce que tu vois. Tu vois quelque chose, tu le veux, va le prendre. Trouve une façon d'aller le prendre. Quand il apporte du gars, dis, you le boss, qui est propriétaire, écoute, moi je m'appelle ça, je veux ta business. Combien tu veux? Je veux trouver ton argent. Vas-y, combien tu veux? Puis, mettons, pour quelqu'un qui a zéro capital, mettons, parce que tu peux pas acheter ce zéro capital, right? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Parce qu'il faut que tu commences à quelque part, j'imagine. Là. Tu sais, là, pour toi, j'imagine que c'est un roulement parce que tu as du capital, tu achètes une business, puis, mais pour quelqu'un qui s'est pas prouvé, tu sais, toi, comment que... Ben, l'argent pousse dans les poches des autres. Fait que tu commences. On va dire que j'ai une Rolls Royce, OK? Comme 400 000. Puis je te dis, OK, écoute, j'ai bien d'argent là, j'ai une opportunité, tout ça. Ma Rolls Royce, je l'aime même pas. Je la liquide pour 100 000. OK. Je la liquide. Prends-la. Elle est déjà inspectée, certifiée. Elle n'a pas un bobo, tout est clean. Tu sais que dans 2-3 semaines, si tu veux, tu peux trouver un acheteur pour le vendre 300 000 facile. Yeah. OK? Serais-tu capable de m'amener 100 000 d'ici, là, on est jeudi, d'ici mercredi qui s'en vient? Tu vas tout faire pour. Tu vas tout faire pour. Tu vas parler à ton cousin, ta tante, ton ami, l'oncle de ton ami, tout ça. Tu vas expliquer, tu vas ramasser l'argent. Ouais. Fait que quelqu'un qui a zéro capital, c'est ce qu'il devrait faire. En fait, quelqu'un qui a zéro capital, vraiment, va travailler. Là, ouais, pour commencer. Ouais, c'est ça. Tu as un petit, justement, parce que c'est vrai, tu sais, ma question était un peu bizarre, mais c'est. Non, mais c'est pas une question bizarre. Il y a plein de monde qui se pose la question aussi, comment faire ça avec pas d'argent. Ben, va trouver de l'argent. Au moins chercher une petite base, puis faire la comme où ton père? Ton père, comme. Juste ça, mais tu sais aussi, j'ai pas grandi avec mon père non plus, là, mais c'est pour montrer que, quand même, ils sont où ton entourage, où ton cousin, c'est qui ton équipe, où ton clan? T'es tout seul, t'es tout nu, t'as rien. Non, c'est ça. Commence par, tu sais, trouve un job, aide des enfants, bâtis-toi une famille, bâtis-toi un clan, quelque chose, puis pour ça. Parce que les plus riches, là, c'est des compagnies familiales. On appelle ça des family office. Tout tu fais par famille. Mais le monde dit, oh non, fais jamais l'affaire avec ta famille, c'est jamais la bonne idée. Faux. C'est ta famille que tu grandis les choses. C'est vraiment ça. Mais si faut que tu aies une bonne relation avec ta famille, tu as une bonne relation avec pas de bonne relation avec ta famille, je veux dire. Avec qui tu vas avoir une bonne relation? C'est ça. Ouais. C'est ça, commencer. Mais mettons, je sais pas, on dit ça comme ça. Moi, j'ai une très bonne relation avec ma famille, puis je suis très d'accord avec toi, là, mais je fais l'avocat du diable. Là. Quelqu'un qui, justement, que ses frères, ses parents, ils l'ont trahi, puis il sait qu'il peut plus faire confiance à ces personnes-là. Faut qu'il aille chercher un autre clan, non? Un autre groupe, non? Faut que tu regardes la Bible, tu ouvres la Bible. C'est bon. Tu dis quoi? Pardonne ton prochain. Tu vas voir, tu regardes, je vous pardonne. Puis maintenant aussi, ça c'est contraire à la Bible, mais c'est pas contraire à la Bible, mais c'est Machiavel. Il dit ton ennemi que tu as trahi, fais affaire avec lui parce que même tu sais comment il va réagir. Tu vas pas faire une surprise comme oh, il m'a trahi. Tu sais, c'est son attitude, tu sais qu'il va flancher telle affaire. Fait que tu sais quoi t'attendre. Moi, je dirais, ouais, retourne avec ta famille, pardonne-les, puis on retourne de l'avant. C'est aussi, moi, ma famille, on m'a jamais trahi, mais ils croyaient pas en moi au début, la boxe, ça avait pas rapport, là, comme, ouais, va te trouver une job, là. C'est pas boxer, c'est pas un vrai emploi, c'est pas un métier. Ouais, mais pourtant, on m'a dit ton père était champion de... Non, il était champion de karaté, ouais. Karaté, ouais, c'est ça. Il était pas champion de boxe. Ouais. Mais non, pour le reste de ma famille, ça n'a pas de sens. C'est mon père. Il n'y a pas un métier que le karaté. Là, ouais, c'est ça, je comprends. Mais une fois que je l'ai faite, c'est là qu'après ça a passé pour Wilkins aussi. Oui, parce qu'il y a eu un exemple. C'est ça. Ouais. Donc là, ma mère était comme... Ah, Wilkins. Ouais, ça existe, d'abord, ça marche. Et là, plus en plus, on fait des projets crinqués. Ma mère n'a jamais... Elle est plus genre... non, vous êtes fous. Mais non. Elle aussi est juste comme... Ouais, go. C'est sûr qu'au début, la famille, tes proches ne croient pas en toi, mais c'est ta job après ça de leur prouver tort, puis après ça, ils vont te joindre. Pas des bouts, puis faut pas que tu boycottes, là. Mais non, c'est ça, ok, ouais, c'est intéressant de tout le temps garder, tu sais, de rester propre à toi-même, en fait, là, de pas nécessairement avoir de la rancune envers ces personnes-là. Là, ça, c'est triste, par contre, pour les gens qui n'ont pas de frères et sœurs. Ouais. Je sais pas si c'est un frère et sœur, toi. Moi, je suis le plus jeune. Je suis comme un Wilkins. J'ai une grande sœur, un grand frère. OK. Ouais. Moi, t'as des siblings. Ouais. Mais les gens qui n'ont pas de siblings, là, comme ouf. Mais tu te fies, j'imagine, à tes parents. Tu vas avoir une bonne relation avec tes parents. Oh oui, mais je veux dire. Ouais. C'est différent, je comprends. Qu'est-ce que tu veux dire, là. Moi, je parle bien avec mes frères, tu comprends? C'est ça. Ouais. On est fort. Tu veux rendre tes parents fiers, justement, là. C'est ça. Fait que, non, mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Tout seul. Qu'est-ce que je ferais? Je m'assisterais avec quelqu'un qui n'est pas mon frère. Ce serait bizarre. Ce serait pas la même affaire. Parce que, à the end of the day, vu que tu as une bonne relation avec tes frères, tu sais que ces deux-là, ils veulent le meilleur pour toi. Exactement.
vice-versa. Toi, tu es le meilleur pour tes deux frères. Donc, je comprends ce que tu dis parce que je vis ça aussi. Là, mon frère, ma soeur, ils ont aucune... Les seules intentions qui sont envers moi, c'est que les trucs se passent bien. Là. Ils veulent le meilleur pour moi. Fait que je comprends ce que tu veux dire. C'est sûr que je pense que tu peux développer des relations à l'extérieur de ta famille, mais c'est sûr que c'est... Pas autant fort. Je sais pas. Moi, j'ai pas vraiment expérimenté ça, là. Ouais. Que tu sais que... J'ai un ami qui sait que je pourrais faire ça. J'ai un ami que je connais. Ouais. Mais tout le reste, non. Ouais, parce que tu sais que tes deux frères ont aucune malice envers toi. Ouais. Ils veulent flourish. Même si moi, je meurs, genre, puis eux, ils gagnent, mais on a gagné, tu comprends? Ouais, je comprends. Tantôt, c'est ça la question que je voulais dire avant de continuer avec ça fait déjà 45 minutes, mais tu disais, encore une fois, on a parlé en dehors du podcast, mais tu disais, start-up pas en affaires au Québec, ou tu disais que tu voulais déménager au Québec ou du Québec. Ouais. Pourquoi, en fait? Ouais. Pourquoi? Parce que le Québec, c'est une des pires places au monde pour les taxes. Ah, ouais. La mentalité aussi de tes pères et les autres, c'est pour te tirer vers le bas. C'est des jaloux, c'est des envieux. C'est pas du monde qui vont te supporter. Les taxes aussi, c'est juste malade mental. Ouais. Malade mental. Sur mon chiffre d'affaires, comme je disais tantôt, sur mon chiffre d'affaires, je suis taxé les taxes de vente à 15%. 100%. Fait que, après ça, sur mes profits, fait que je suis taxé de 15% de mon chiffre d'affaires. Après ça, sur mes profits, en plus, c'est même pas sur mon vraiment chiffre d'affaires. Je veux dire, je peux biller, on dit que je bille un client, il me doit 100 000, j'envoie une facture. Puis là, la fin du mois d'avril arrive. Okay? Il m'a même pas encore payé, mais il faut que je paye 15% de ça, mes taxes tout de suite au gouvernement. Même si je ne peux pas encore payer. Puis si mon profit margin est juste de 10%, c'est-à-dire que vraiment, je sors dans mes poches pour payer le gouvernement puis espérant que mon client me paye. Non, ça n'a pas rapport. En tout cas, fait que 15% de mon chiffre d'affaires. Ouais. Après, sur mon profit, ils me prennent environ 20%. Fait que là, ma compagnie a payé ses impôts, ses taxes et ses impôts, il reste de l'argent de côté. Maintenant, je me sors des dividendes. Je suis imposé quasiment à 50%. Ouais. Puis là, après ça, sur l'argent qui me reste, je vais m'acheter un char, je paye 15% de taxes plus 20% de taxes de luxe. Ben non, c'est ça. Non. Non. Partez du Québec. Non, Québec, là. Non, mais c'est vrai que c'est incroyable quand même, là. Puis, est-ce qu'il y aurait... dans un monde idéal, tu vivrais où? Ouais. T'as une place, tu vivrais où dans un monde idéal? Monde idéal, Considérant tout, là. Où ça? Tanzanie. Ouais. Parce qu'il y a des terres, comme ça, tu peux pas, la paix. Le monde sait pas que tu existes. Tu peux faire pousser tes champs de bananes, coco. Tu peux pêcher ton poisson. T'as tes villas bâties, t'as ta sécurité. Le monde pense que l'Afrique, c'est juste goulou. Mais non. Le monde ne connaisse pas. Mais non. Ouais, Tanzanie, Afrique du Sud. Ouais. Intéressant. Puis, tu sais, on parlait souvent de... Ben là, tu as parlé d'équilibre. Tu disais que le samedi, c'est ton jour de repos. Puis, tu sais, moi, je suis un grand believer que dans la vie, c'est une question d'équilibre. Tu sais, tu peux grinder 24/7, mais comme tu dis, toi, le samedi, c'est ta journée. Tu n'ouvres pas ton téléphone. Mais sur une plus grosse échelle, dans une année complète, à quel point tu te reposes? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais? Est-ce que tu vas en voyage? Tu disais, le plus tôt dans ta vie, tu étais parti pendant la COVID, tu étais parti voyager le monde et tout. Là, c'est sûr, là, ça fait 2 ans que tu fais l'acquisition. 3 ans que tu fais l'acquisition de business puis tout ça. Fait que c'est sûr qu'on va dire, tu sais, ça fait pas 20 ans que tu fais ça, mais dans ces 3 ans-là, est-ce que tu as pris du temps pour toi? Pour reset, pour te ressourcer, pour voyager? Non. Non, pas vraiment. non. Je n'ai pas log off plus qu'une semaine. Là. Non. Non, je crois pas à ça. Je crois pas à la retraite. Non? Je crois pas à prendre des vacances d'1 mois. En tout cas, c'est pas écrit dans la Bible. OK. C'est écrit dans la Bible, prendre une journée de repos. OK. Mais par contre, c'est écrit dans la Bible, à chaque 7 ans, l'année sabbatique. Fait que toi, ça c'est quelque chose que tu appliques. Il faut que tu dises ça. Il faut que tu dises ça parce que ça parle plus pour ceux qui labourent la terre. OK. Laisser une pause à la terre. Mais je crois aux années sabbatiques, quand je pense à ça, j'ai boxé pendant longtemps. J'ai pris une année sabbatique, comme qu'on veut, on peut dire, à voyager. Fait que ça, étudier. Je suis encore trop jeune pour savoir exactement la réponse exacte à cette question-là, mais je pense qu'une année sabbatique, ce serait important. OK. C'est intéressant. C'est fou, hein? Fait que tu grindes pendant 7 ans, mais là, si tu as 1 an-là. Ouais, pendant 6 ans, tu grindes pendant 6 ans. Okay, tu vas le faire. Je vais le faire, l'année sabbatique. Fait que là, logiquement, dans 3 ans, si tu
tu veux respecter cette. Ben, pas respecter, mais ça. Respecter. Cette chambre à respecter, tu prendrais ton année. Ouais. Puis qu'est-ce que tu. Ça a été mon expression du podcast, là, mais dans un monde parfait, c'est quoi que tu ferais pendant cette année-là, selon toi? Là? Dans 3 ans, tu te vois, là, tes business vont bien, tout va bien, tout a monté, tout est excellent. C'est quoi que tu ferais pendant cette année-là? Moi, je suis pas certain pour du travail, par contre. Parce que moi, quand je vais faire, je vais avoir plus d'argent. C'est fonder. Je peux appeler ça des églises, mais fonder des églises. Ouais, c'est ce que je veux faire. Ça, c'est un de tes objectifs. Ouais. Je pense que j'en ai fondé une à Brossard assez rapidement. Cool. Nice. On a parlé de beaucoup d'objectifs et ça, pour l'instant, toi, tu es établi à Montréal. Là, tu viens de parler de Brossard. Ouais, on va dire Montréal. Ça serait quoi tes 3 objectifs de vie? Tu dis 3 objectifs de vie. Tu arrives là, tu es sur ton lit de mort, là, tu dis j'ai fait ce que j'avais à faire. C'est quoi? T'as-tu 3 objectifs ou 1? C'est quoi tes objectifs de vie sur cette terre-là que tu veux accomplir? Grosse question deep quand même. Ça change un peu parce que je me dis Jules César, OK? Puis son ami Augustus, ils ont appelé des mois à leur nom. Auguste, c'est pour le nom de César, puis je pense que July ou... July, c'est pour le nom de... C'est pour s'attribuer à César. À quel point il faut que tu sois big puis laisser ta marque dans le monde. C'est fou, hein? C'est big, pareil. Est-ce que je veux ça? Ouais, pourquoi pas. Je veux un mot à mon nom. OK. Mot à mon nom, mais non, pas vraiment. Pas vraiment un mot à mon nom. Mais une belle grosse famille, c'est sûr. Beaucoup de terre. Puis avoir fondé des églises, vraiment organiser le royaume de mon Dieu. Ça me tente vraiment. Mais c'est vraiment des beaux objectifs. Tu sais, justement, dans tout ce que tu as dit, rien était related à l'argent. Tu sais, c'est vraiment... C'est related à du pouvoir, par contre. Ouais. L'argent, c'est comme... c'est pas mon objectif. Je veux 1 milliard dans mon compte de banque. Je m'en fous. L'argent, c'est comme de l'air. Comme ça vient sa poche, un peu? L'argent, je le traite comme si je me déplace de A à B. Puis entre-temps, quand je marche, je peux respirer, tu comprends? L'argent, c'est ça. C'est ça. Bon, je veux... c'est intéressant. Je veux fonder une église par mois. Ouais, ça va me prendre de l'argent, mais je vais en trouver. Je vais en trouver. Ça va arriver. Je vais pas penser à, OK, je veux 1 milliard. Mon but, c'est d'avoir 1 milliard. Ouais. Mon but, c'est d'avoir une Lamborghini. Non. J'aime ça. J'aime la mentalité. Puis... On fout de l'argent. Prends ton billet. Regarde-le. C'est la face de qui tu... C'est ta face? Non, c'est la face de la reine. C'est ça. Ben, qu'est-ce que tu dirais justement aux gens? Parce qu'on s'entend que la majorité, tu parlais de brain dead là, tout à l'heure. Les jeunes, comme les vieux, tout le monde, si on est influencé, on voit quelqu'un avec une Lambo, on voit quelqu'un avec ça, on voit quelqu'un blablabla. Tu dirais quoi à ces personnes-là que, rendu à un stade, tu sais, comme moi, j'ai écouté un podcast justement, il y avait Will Smith, puis tous les riches, ils disent, là, c'est drôle que je dise Will Smith quand tu as parlé de Pursuit of Happiness, là, mais il dit, une fois que tu atteins un stade où ce que tu peux acheter, qu'est-ce que tu veux, quand tu veux, tu peux aller dans n'importe quel pays du monde avec ton jet, whatever. C'est pas ça qui va remplir ton bonheur. En fait, ça doit être un truc à l'extérieur de ça. Fait que tu dirais quoi à ces personnes-là? Parce que j'imagine que, je sais pas si t'es rendu à tes objectifs financiers que tu veux, mais tu m'as dit clairement que c'est pas ça que tu regardes principalement. Tu dirais quoi justement à ces personnes-là qui veulent atteindre ça? Que je vais être heureux quand je vais avoir ça. Tant mieux pour vous. Ouais. Genre, allez courir après quelque chose qui est éphémère. Tant mieux pour vous. Comme ça, juste moins de compétition. C'est pour vrai, je sous-estime pas ma compétition. Comme n'importe quel petit jeune peut dire je vais devenir faire ça, puis il va être ma vraie compétition. Ouais. Fait que non, on continue à vous faire distraire par courir après des Lamborghini, overpay. Parce que moi, je pense à ça. Ouais. À chaque fois que je overpay pour quelque chose, je finance leur projet. C'est fou, hein? Okay, fait qu'on va dire que j'achète du. Je peux même pas dire leur nom. Balenciaga. Ouais. On va dire que je paye pour leur t-shirt, 500$ pour leur fucking t-shirt. Qui est fait en Chine. Bon. C'est pas ça aussi. C'est une compagnie de pédophiles. C'est quoi leur agenda derrière? Quel dieu eux servent? Moi, j'ai finance, je leur donne mon argent, j'ai finance pour qu'ils continuent à faire du trafic humain, puis faire des sacrifices d'enfants, puis faire leurs trucs dégueulasses. Non. Je fais très attention avec mes fonds, où est-ce que je le mets, pour pas overpay. Je n'ai pas envie d'acheter un char 500 000 pour vrai. Je ne veux pas acheter un char 1 million de dollars, surtout pas aussi au Québec, je paye 20% de taxes de luxe. C'est ça. No way. Ce que je veux, là, assez rapidement, d'ici 2 ans, c'est avoir genre 100 acres au Texas, où il y a une rivière qui passe dans mon jardin.
Faire construire comme 4-5 maisons, compound familial pour mes frères, ma mère, tout ça. Investir 300 000 $ pour avoir un bunker souterrain avec un filtrage d'eau avec nos arbres. De quoi, ouais. Ouais, nos chèvres, nos poulets. Bon, là, je vais être set-up. Vraiment être plus connecté à la nature. Avoir un système. Au moins ici, tu sais, le monde ici ont des gros chars, tout ça, mais ils n'ont même pas de système de filtration d'eau dans leur maison. C'est fou, hein? C'est de l'argent pour acheter un char à 100 000 ou à 200-300 000. Mets 35 000 dans ta maison pour avoir un système qui filtre l'eau. Ouais. Pour pas tomber malade puis développer l'Alzheimer parce que tu bois du fluoride. Là, fluor, c'est ça. Fait que les priorités. Fait que si ma compétition ou les petits jeunes veulent s'acheter une Lamborghini, tant mieux pour vous autres. Ouais, c'est ça. Mais y a-tu quelque chose que tu leur dirais que c'est pas ça qui va te rendre heureux? C'est quoi? Par exemple, toi, c'est quoi qui te rend heureux? Comment tu t'atteins ce stade-là? Se rapprocher de mon créateur. Ça, c'est bon. Fait que ça serait le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut vraiment, justement... Ouais, ouvre ta Bible, va voir dans la Torah, lis les commandements, lis ce que Dieu planifie pour toi. Prends une femme, marie-la, fais des enfants, commence à planter. OK. Tu vas être heureux sur ta vie. Garde le sabbat saint. Travaille fort. Sois un homme bon. Mens pas, cheat pas. C'est pas le même. Tu vas être heureux. Puis une fois, justement, que tu es heureux, tu penses, est-ce que c'est là que, justement, tu es prêt à te développer puis, justement, à créer ton empire, si on peut dire ça comme ça? Non, ça vient avec le temps? Ouais. C'est une affaire que tu fais en parallèle, en fait. Ouais, ça vient ensemble, ça vient en même temps. Une fois que tu vas planter ta femme, tes enfants, tu vas déjà être millionnaire. Comment? J'ai passé ma petite business de coupage de gazon, l'entretien ménager. Je claire 1,5 million $ par année, comme ça, dans 3 ans. Là, tu sais. Je parle pas de moi personnellement. Non, je sais que c'est un exemple. Ouais, c'est comme je parle des exemples qui existent pour le vrai. Là. Vraiment des gars que j'ai parti ma compagnie de lavage à pression, je claire 700 000 par année net. Là. Ouais. Ça fait 5 ans, j'ai fait des placements, j'ai acheté un peu d'immobilier, je vaux maintenant 5 millions. Non, c'est de même. Là. C'est fou. Puis ça, c'est une affaire qu'on aborde quasiment à chaque podcast, mais on a même abordé avec Winkins, mais tu dirais quoi à justement les haters? Parce que là, j'ai vu ton TikTok, là, ça parlait de Jake Paul, ça parlait de ton frère, là, tu faisais des bêtes, tout ça. Tu dirais quoi à ces haters? Là? Parce que moi, je trouve ça drôle. Ouais. J'ai compris que le monde est tellement cave. Stupide, hein? Il faut que j'arrête de essayer de les rêver, il faut que j'en profite. Tu comprends? Comme, OK, ouais, tu penses que j'ai pas le bat week-end, c'est parfait, go. Ouais. Mets ta maison, mets tout ce que tu veux. C'est ça. Comparer. C'est tellement fait avec les investissements. Tu sais, le stock et les cryptos, c'est le même. Comme à chaque fois que tu achètes un coin, c'est parce que l'autre bord de la plateforme, il y a un gars qui lui a trouvé une bonne raison de te le vendre. Lui, il veut le vendre, il est plus là-dedans. Comme, oh non, il y a quelque chose que faut que je m'en débarrasse. Toi, tu penses, oui, Bitcoin, c'est le futur, fait que tu l'achètes dans ce moment-là. Ouais, c'est après, ça. Toi, le cave, comme à TVA, ça dit Bitcoin, c'est mort, puis c'est un arnaque, là, tu veux le vendre. Moi, à l'autre bord de la plateforme, va de l'acheter. Ouais. C'est vraiment, ils bêtent contre. Le monde qui bête contre moi, ils font se perdre. Ouais, non, c'est ça. C'est le même. Puis, tu dirais quoi à quelqu'un? Là, on parlait de genre, de capital, puis de tout ça. Mais quelqu'un, je te dis, là, aujourd'hui, t'as plus rien. Je t'enlève tout, qu'est-ce que t'as? Il te reste 25 000. Tu fais quoi avec ça? Je te strip de tout, là. T'as plus rien, t'as plus tes Rolex, t'as plus tes sous, t'as plus rien. Je te donne 25 000, tu fais quoi avec ça? Je m'achète un beau dormeuil brun, noir, à 4 000 $. OK. Il te reste 21. Ah ouais. Une belle cravate en soie. Avec ton nom brodé sur ta chemise. Je ne serais pas une chemise rouge bourgogne, là. Je l'aime bien, ma chemise en est, mais sharp, 3-piece suit. Yeah. Après ça, je prendrais un cours de comment vendre, comment communiquer. Genre le Jordan Belfort, Grant Cardone ou Chris Voss, whatever. Après ça, j'appellerais plein de compagnies. Genre des compagnies que, pour que je devienne leur vendeur, là, des compagnies qui vendent des gros high price tickets, là, comme cybersecurity. J'appellerais des compagnies de cybersécurité, là, puis je leur dirais, bon, je vais donner votre meilleur vendeur. Je vais te payer qu'à commission, pas de salaire, juste commission. Puis après ça, d'ici, je sais pas, tu peux devenir un millionnaire facilement en étant un bon vendeur. Mais ça, c'est pour mettre de l'argent dans tes poches, premièrement, puis développer tes skills de vente. C'est ça l'affaire, c'est important. C'est ça que je dirais. C'est ça que je dis au monde qui veut se lancer une affaire. Être un businessman, peut-être c'est même pas pour toi. Je pense pas que tu veux vraiment te casser la tête avec ça. Je veux dire, moi, j'ai la petite madame qui vend pour moi, qui se claire des bons montants par jour en n'ayant aucun problème. Juste prendre un téléphone puis répétant notre script
puis closer le monde, tu comprends? Ça ne tenterait pas, justement, de loin. C'est pas fait pour tout le monde. Tout le monde veut être un business, c'est juste en tant qu'il faut travailler, là, tu sais. C'est comme... Ça dépend que quelqu'un me dit, OK, si je te rien, je te donne 25 000 puis bâtis un empire, j'achèterai un sou, puis j'achèterai des business. Hein. Puis c'est de développer des skills, en fait, pour justement... J'achèterai des business. Je viens de dire, j'achèterai des business, mais quelqu'un va me dire sur la caméra, ouais, mais tu as 25 000. Comment je fais mon première acquisition? J'achèterai des business, OK, moins que la valeur que ça vaut. Que ça vaut, ouais. Ce que je fais exactement comme en ce moment. Par exemple, je prends un exemple d'un deal. La compagnie vaut 10 millions. OK? Le gars, il a 60 ans. Ça fait 40 ans que le gars fait genre 3 millions de dollars par année de profit, on sait pas. Puis il y a des placements, puis l'immobilier, tout ça. Le gars, il vaut au moins 50 millions de dollars. Là, sa femme, ça fait 2 ans qu'elle attend. Comme, est-ce qu'on tu prends ta retraite, là? On va jamais dans notre maison en Floride. Tu peux arrêter de travailler. Travaille moins, s'il te plaît. Mais comme, je peux pas. J'ai personne qui va prendre soin de tout ça. Je peux pas avoir confiance. Ils sont pas autant bons. Ils sont pas autant dédiés que moi pour l'entreprise, tout ça. Et moi, je connais sa porte. Je fais, OK, écoute, je comprends ta business est belle, je la veux, je veux l'acheter. Je sais que tu vas prendre ta retraite. Je comprends qu'elle vaut 10 millions, mais je peux pas t'acheter 10 millions. J'ai pas 10 millions à te l'acheter. En fait, j'ai pas d'argent pour te l'acheter. Mais je veux trouver un moyen. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais te donner 5 millions maintenant. OK? Puis après ça, je vais te payer avec les profits de la business sur X années pour te payer le reste. Puis là, il va dire, OK, c'est bon, je comprends que j'aurais pu avoir le montant total si je le vends, mais personne ne m'apporte pour l'acheter. J'ai pas de compétition, comme je te dis. La compétition à mort, puis elle disparaît. Il fait OK, il accepte. Alors, je vais voir la banque, je dis, bon, je donne 5 millions pour acheter ça, ça vaut 10 millions. On fait OK, mais je veux que tu mettes un cash down. Je veux que tu mettes, je sais pas, on va dire $1 million, 20%. Puis c'est comment, excuse-moi de te couper, c'est quoi le pourcentage quand tu achètes une business? Attends, tu as besoin, tu achètes une business 5 millions, c'est combien qu'ils vont te demander? C'est un pourcentage tout le temps? C'est pas comme acheter l'immobilier, c'est de la négociation. OK. Tu négocies avec les banques. OK. Les banques t'amènent manger au restaurant, ou fumer des cigares, puis il faut négocier. Tu veux mettre le moins d'argent possible down. Tu veux que tu mettes le plus d'argent possible down pour se sécuriser. Ouais, je comprends. C'est la négociation. OK, je comprends. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Bon, tu dis, bon, la banque veut que tu mettes 1 million. On va dire que tu es zéro négociateur, mais en tout cas. Tu dis, OK, je vais mettre 1 million. Tu tournes voir le vendeur, tu fais, écoute, je veux t'acheter, là. Ça me prend 1 million. Prête-moi là. Quand je te prête là, tu come on, man. Comment t'es riche là? Tu as 40 millions dans le compte de banque. Tu vas pas prendre ta retraite, je vais prendre vraiment soin de ton entreprise, je te le promets. Prête-moi 1 million. OK, tu vas te le prêter qu'à un taux d'intérêt, whatever. Je te le rembourse dans 2-3 ans. Prête 1 million, boum. La récupère du vendeur. Tu passes à la banque, tu achètes ta compagnie. Ça se passe de même. Puis là, tu l'as vraiment expliqué, mais j'ai une dernière question. Comment ça se passe? Justement, si tu cognes à la porte des business, quoi que ce soit, mais en tant que tel, c'est comment ça. Est-ce que tu les appelles? Est-ce que tu les appelles? Au début, moi et mon frère, puis aussi notre associé proche, il dormait sur le divan, il se levait le matin, on s'habille, cold call toute la journée. Cold call, on se fait envoyer chier toute la journée. Si on envoie chier du monde. C'est rough. Fait des milliers de cold calls. C'est fou, hein? Mais vous avez travaillé pour ça, tu sais, aujourd'hui. Le monde qui dit que vous n'avez pas travaillé ou quoi que ce soit, tu sais, là, comme tu disais, tu veux vraiment être businessman? Tu veux-tu vraiment racheter des compagnies? C'est... Puis là, à ce jour, là, c'est sûr que vous avez beaucoup plus de crédibilité, j'imagine. Vous avez développé vos skills, si je peux dire. Là, maintenant, j'ai une équipe aussi qui est... Tu as une équipe, c'est ça que je sais pour dire. Fait que, est-ce que c'est encore toi qui fais les cold calls ou... Certains, c'est toi qui en fais parce que tu sais que c'est une certaine business. J'en fais plus jamais, mais là, je suis fâché parce que ça fait comme quelques semaines que j'ai pas assez de résultats. Je sais pas ce que mon équipe fait. Fait que j'ai voulu leur montrer encore c'est quoi l'exemple. Puis retourner, bam, prendre le téléphone, leur montrer comment faire les cold calls encore. Ça fait une couple de semaines que j'ai pas de résultats. Sinon, habituellement, on a toujours comme du monde qui veulent potentiellement vendre l'entreprise. On vérifie leurs chiffres, on fait un due diligence, excuse-moi, on check un peu, puis ça passe, ça casse. Most of the time, ça casse tout le temps, ça marche pas. Tout le temps. Peu importe de quel bord que ça soit. Non, c'est toujours. Il y a toujours quelque chose qui marche pas. Même si leur bord, ils viennent trop greedy. Non, je vais garder ma business. OK, garde ta business. T'as déjà 50 millions de dollars de compte de banque. Tu vas faire encore 3 millions de dollars, encore 4-5 ans. Pour ça, faire quoi? Tu vas fermer ta business. Tu as juste dû me la vendre. Ça change rien pour toi de 3 millions de dollars de plus. Tu sais. Les du monde sont vraiment greedy. Ils veulent rien savoir. Que moi, tu sais, je paye mes entreprises pas plus que 3 fois le profit. Ben, c'est quand même. Les autres, non, moi, je veux 5. Quand ça vaut genre 1 million. OK, mais tu veux prendre ta retraite? Ouais, je suis malade, tu veux prendre ma retraite. OK.
depuis 10 ans, là, t'as eu combien d'appels comme moi qui t'ont attaché la business? Zéro. OK, mais je te garantis, dans les 10 premières années, il n'y a personne qui va t'appeler comme moi. Mais non, c'est ça. Fait que quoi, tu vas pas prendre ta retraite pour... tu vas travailler encore des années de plus pour un peu plus d'argent. Qu'est-ce que je te vais faire? Non, c'est ça. Non. Faut... moi, à cause que je suis un repreneur, il faut vraiment que je travaille avec des gens qui sont pas money hungry. Les vendeurs, faut pas qu'ils soient money hungry, qui aient déjà fait de leur argent, qui veulent juste avoir des gens sérieux, qui veulent prendre soin de leur héritage et leur legacy, leur business, leur nom, leur employé, tout ça. Fait que moi, c'est ça que je fais, c'est ça que j'offre. Ah, c'est intéressant. Puis, quand tu achètes une compagnie, est-ce qu'il y a beaucoup de travail derrière comment que la business va fonctionner? Derrière peut-être le rebranding? À quel point vous travaillez sur ça ou vous l'achetez, c'est comme ça marche déjà comme ça, on va la laisser comme ça? Ou il y a de l'adaptation? En ce moment, je suis en train de faire des affaires, fait que j'ai pas une règle, là, mais tu sais, en gros, best case scenario, c'est que tu changes absolument rien. Tu l'achètes, tu passes là 2 semaines, après ça, tu disparais, tu reviens plus jamais les pieds là-bas. Tu commences à collecter l'argent. Parce que si ça marche déjà, exactement. On se dit, OK. Exactement. Mais là, en ce moment, je suis en train de changer les systèmes comptables dans les business, je suis en train de faire des affaires. Peut-être que c'est une erreur. On me dit que c'est une erreur, mais je le ferai pareil. Ben, tu vas apprendre je pense qu'on apprend beaucoup plus de ses erreurs que de ses wins, je pense. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais. C'est ça. Puis au pire, ça fait 3 ans que tu fais ça. Ben, tu vas pas faire la même erreur dans 6 mois ou dans. Mais tu sais, ça, c'est une erreur aussi. C'est juste une question de perspective. Puis je pense que c'est quand même assez relatif. Mais j'imagine que c'est ça, quand vous voyez peut-être une affaire que vous aimez moins, ben là, vous allez peut-être aller fouiller sur ça, j'imagine. Mais pas nécessairement pour le changer. L'affaire qui est facile quand tu achètes une business, c'est juste couper les dépenses. Ça, c'est facile. Okay. Tout le monde peut faire ça, c'est trop facile. Ouais. Mais qu'est-ce qui est plus difficile? C'est aller chercher des nouveaux revenus. Ça prend vraiment un vrai homme d'affaires pour faire ça. Aller encore faire des appels, trouver des nouveaux clients, serrer des mains, signer des nouveaux contrats. C'est ça. Moi et mon frère, c'est ce qu'on a fait. C'est ça que vous faites, OK. On a acheté la business, on a coupé les dépenses, oui, puis on est allé chercher des nouveaux contrats. Nice. C'est cool. J'aime vraiment le grind puis le mindset. Puis on revenait justement aux haters, puis justement un peu... Ben, je sais pas quoi dire aux haters. Ouais. C'est comme... Mais pourquoi tu penses qu'au Québec, on n'a pas le droit de montrer qu'on a du succès à ce point-là? Pourquoi ça part... Moi, là, je te le dis, de vivre, puis tu vas le voir sûrement, ben, je sais pas si on peut dire ça, mais on va le couper au pire, là. Tu t'achètes une terre en... Non, je l'ai pas acheté la terre en Texas. Ah non, pas au Texas, mais en Ontario. Tu t'es acheté quelque chose, une adresse. J'ai pris... J'ai dit ça à toi? Ben, tu m'as dit off-camera. OK. Au pire, on le coupera si tu veux pas que ça soit dedans. Mais bref, moi, je le vois, la différence, la réception que j'ai quand je parle de mes projets au Québec, puis quand je parle en Ontario, je suis à Ottawa aussi, le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Des projets, là, je te parle pas des trucs de millions, des trucs de même. Là. Je parle de mes projets personnels. C'est weird. Pourquoi ça part de là? Je pense qu'il y a un événement hystérique en France qui s'est passé, parce que ça reste quand même c'est comme les Français. Là. Il s'est passé, je pense qu'ils ont commencé à couper les têtes des riches parce que X raison. Je sais pas exactement pourquoi. Faut que je fasse une recherche. Ouais. Mais je suis triste, au lieu de dire genre, hey, congrats pour toi, tu fais les réseaux sociaux, congrats. Là, j'ai vu, parce que là, ça se peut que justement, je commence à travailler. Ben là, quand ça va sortir, en tout cas, bref. C'est pas que je commence à travailler avec Wilkins, puis tout ça, avec ses réseaux sociaux, puis vraiment, il veut monter ce game-là, puis moi, ça fait longtemps que je fais ça. Puis là, il annonce son dernier combat, son prochain combat. Il a annoncé son prochain combat il y a maintenant 3 semaines, parce que ça va sortir dans 3 semaines. Là. Il a annoncé son prochain combat. Puis les haters, c'est crazy. Mais je suis comme, pourquoi? Le gars fait ses affaires, il a rien demandé. Il a dit, bro, j'ai un prochain combat. Il a pas été baveux, il était très respectful, bien habillé. Il dit, j'ai un prochain combat, soyez là. Ça serait cool que vous venez, qu'on vienne tous s'encourager, je pense, à Québec, là, au centre Vidéotron et tout. Moi, ce que j'aime des haters... Hein, super respectful. Ce que j'aime des haters, parce que, encore là, c'est des gatekeepers pour ma compétition. Je parle souvent de ma compétition, mais vous comprenez pas à quel point l'élite nous voit aussi comme la compétition. L'élite, là, nous déteste puis ont vraiment peur de nous. Des gens comme moi qui grind, qui en viennent. Parce que c'est vrai comme qu'on peut vraiment prendre leur place. 100%. J'ai vu une quote ou une histoire, c'est comme genre... il y a un jeune qui débarque dans la salle du trône de tout le monde, tous les servants, puis tous les nobles, puis le roi. Puis il dit, un jour, je deviens le roi, tout le monde part rire. Sauf le roi. Il ne riait pas, parce que lui, il sait que c'est sérieux, il sait que ça peut se passer pour vrai. Fait que eux autres, l'élite savent qu'on peut vraiment grind puis monter pour vrai. Fait que c'est autant important pour eux de démasculiniser l'homme, de garder tout le monde brain rot, puis sur TikTok, puis diverti, déconcentré, les garder pauvres, apeurés, désarmés.
à les garder faibles comme ça. Fait que les haters, j'aime ça parce que on dirait qu'un autre petit jeune veut me faire compétition. Ils vont hate sur lui. C'est ça, il va falloir qu'il passe à travers les haters, puis c'est peu qu'il fasse genre, oh non, j'aime plus ça, puis il arrête, c'est correct. Non, c'est ça. J'aime ça qu'il y ait des barrières avant la réussite. Ça filtre beaucoup de monde. Parce qu'encore là, j'ai été bon boxeur, j'ai été top 15 mondial, pas parce que vraiment j'étais le meilleur des boxeurs. Il y a plein d'autres boxeurs en même temps qui étaient super bons, mais ils n'ont pas passé les barrières. Barrières de pression, être sous les caméras, être sous les projecteurs, ils n'ont pas passé ça. Ou les barrières de pression de compétitionner à l'international ou de passer à la télévision. Toutes ces choses-là, tu comprends? Fait que, ouais, ces barrières-là sont importantes, je les aime parce que ça filtre beaucoup de monde. Eux qui vont grinder, puis eux qui vont pas grinder. À quel point tu es capable d'en prendre, en fait. Ouais. Si le monde savait à quel point c'est simple être un patron, là, ouf, j'aurais beaucoup plus de compétition, puis ce serait tough. Si tout le monde voulait un peu se donner moindrement, si on peut dire ça comme ça, être discipliné, en fait, là. Puis être consistant. Ouais. J'aurais trop de compétition, ça marcherait pas. Fait que je suis content. Ben, je pense que tu pourrais te démarquer dans qu'est-ce que tu fais. Tu aurais plus de compétition, mais si tu le veux vraiment, tu sais, avec la mentalité que tu as ici. Quand même, il faudrait quand même que je serais pas autant facile. Ouais, ça serait pas autant facile, mais c'est intéressant justement la quote que tu sais ou l'histoire sur le roi, que c'est lui qui riait pas parce que un jour c'était lui qui était à la place du petit jeune que justement qui veut. Fait que, tu sais, pendant que toi tu dors puis tu niaises, t'es sur Netflix, TikTok, mais les autres sont en train de grinder. Puis c'est vraiment intéressant tout ça. Si tu avais un dernier message que tu voulais passer, personne qui écoute ce podcast-là, ça serait quoi sur quoi tu voudrais finir? Je finirais sur ouvrir votre Bible, commencer à suivre les commandements de Dieu. C'est un manuel, apprendre comment vivre, comment traiter ta femme, ta famille, tes enfants, comment régler certaines situations, apprendre quoi manger, quoi ne pas manger, avec qui t'associer, avec qui ne pas t'associer. C'est vraiment un guide d'apprendre comment thrive dans la vie. Intéressant. Puis c'est où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur TikTok, Lexel Mathieu, sur TikTok. Je suis plus actif sur TikTok quoi que ce soit d'autre. Cool. Ben, merci beaucoup. C'est une super bonne conversation. Merci beaucoup. Don't forget to like, subscribe and comment. On se revoit au prochain épisode.